Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous, on m'a dit que vous étiez le chef de centre. Chef de centre de Cessenon-sur-Orge. Voilà. Vous êtes combien de pompiers à Cessenon? Une quarantaine de sapeurs, Ah, tous volontaires. très bien. Voilà, ouais. On pourra faire un sujet sur votre... Avec plaisir. Bon, alors là, ce soir, vous êtes donc à la salle... De l'Occitanie pour faire une présentation du DAE que la mairie a. Alors le DAE, expliquez-nous ce que c'est, parce que... Donc, c'est un appareil de réanimation qui est pour la population. D'accord. Ça veut dire que c'est disponible, la population peut l'emprunter? À tout moment, il est sur la façade de la salle d'Occitanie. Et à n'importe quel moment, pour une détresse vitale d'une victime, tout le monde peut intervenir et mettre en place le DAE. D'accord. Donc ce soir, vous faites une information. Voilà, on va faire une information déjà de dire où il est positionné, à quoi ça sert. Et son conseil municipal qui met quand même à disposition de la population de Cessenon cet appareil qui est très utile et qui a fait ses preuves dans beaucoup d'accidents et beaucoup de communes où il y a eu besoin. Ce qu'on va essayer de faire sur les premières victimes, c'est quand on va arriver, on va analyser la situation et on va regarder ce qui se passe. Et en priorité, c'est aller écarter le danger. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une victime, on va éviter d'en faire deux, de ne pas se mettre en danger. Et la deuxième priorité, ça va être quoi? Si on reste nous avec la victime et le sinistre, qu'est-ce qui va se passer? Ben rien, il n'y aura pas d'évolution de la chaîne de secours. Donc le deuxième but, donc le premier but, on va écarter le danger. La deuxième solution, ça va être quoi? D'appeler les secours et surtout de passer un bon appel au secours. Pourquoi? Quand vous appelez les pompiers, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Oui, bonjour, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui vous arrive? Les pompiers vous le savez. On verra après les numéros, c'est pas toi qui vous le fera. Qu'est-ce qui vous arrive? Je suis à tel endroit, il m'arrive ça, ça, ça et ça. D'accord. Si vous ne donnez pas la bonne adresse, comment vous voulez que nous, on se rende sur les lieux? Donc pour ça, il faut rester, c'est facile à dire, très compliqué à faire, il faut rester calme et avoir son canevas type. D'accord? C'est dire, je suis telle personne, à tel endroit, il m'arrive ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux géolocaliser pratiquement tous? Donc déjà, il donne des points GPS. Mais quand même, on reste sur le canevas type. Toujours donner une bonne alerte. Si on donne une bonne alerte, on a fait 90% du travail. Le 18, c'est qui? C'est les pompiers. Le 15, c'est le SAMU. Le 112, c'est le numéro européen. N'importe où vous êtes, si vous appelez le 112, vous allez tomber sur des secours. Et le 114, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est magique. Qu'est-ce qu'ils sont bons? Bon, donc c'est SO et malentendant. Et ce numéro, donc il était ancien, ils l'ont remis au goût du jour. Vous savez par rapport à quoi il a été remis au goût du jour, ce numéro? Parce que c'est un numéro où vous pouvez faire un texto. Donc, suite aux attentats, si vous vous retrouvez coincé, que vous ne pouvez pas parler, c'est un numéro où vous pouvez faire un appel par texto. Et vous allez être géolocalisé. Si vous n'avez pas de réseau avec votre opérateur, vous allez pouvoir essayer, je dis bien essayer de faire le 112 parce qu'il faut qu'il y ait quand même de la connexion de notre réseau, de notre opérateur. S'il n'y a aucune connexion, vous ne pouvez pas reconnaître. Est-ce que vous croyez que si vous avez les gendarmes, vous dites il y a un malaise à Cessenon, ils vont dire on s'en fout, appelez le 18. Non, il va se le donner. Ils vont transférer l'appel, ils vont appeler le 18. Ils vont transférer, mais si un jour vous ne vous rappelez plus que vous faites le 17, on vous enverra quand même les sons. Montpellier envoie l'alerte à Cessenon et nous on reçoit l'alerte et on arrive sur les. Donc le premier signe que vous allez voir justement, c'est qu'il va être comment cette personne va être comment inconsciente. Inconsciente, donc si elle est inconsciente, c'est qu'elle ne fait pas quoi. Elle parle pas et Elle réagit pas. Elle réagit pas. Donc il n'y a pas de mouvement, elle ne peut pas parler. Donc c'est la première chose qu'on va pouvoir vous dire, elle est inconsciente. Et après, vous l'avez dit, une fois qu'on a vu qu'elle était inconsciente, il faudra vérifier si elle respire ou pas. Parce que si elle respire, c'est pas la même chose, hein, c'est notre geste de secours, c'est quand on met les personnes en PLS,
Et si elle ne respire pas, eh bien, on considérera qu'elle est en arrêt cardiaque. Et derrière, si on ne fait rien, la personne elle va décéder. Donc autant essayer de faire quelque chose. D'accord? Je vous parle sur l'arrêt cardiaque. Au sol, vous vérifiez si elle est consciente en vérifiant si elle peut parler, si elle peut bouger. Une fois que vous avez vérifié ça, vous avez vu qu'elle était inconsciente. Et là, il faut vérifier si elle respire. Ce qui est important quand même par rapport à ça, c'est de vous expliquer que quand quelqu'un est inconscient, il a tous ses muscles qui sont relâchés, même s'il est inconscient et qu'il a son cœur qui bat encore. Donc, si on vérifie la respiration juste comme ça en regardant le visu, on risque de se tromper parce qu'il y a la langue qui est un muscle qui tombe au fond de la gorge et qui bouge le passage de l'air. Donc, il faut libérer les voies aériennes. Donc, moi, j'ai peut-être pour vous expliquer rapidement. Voilà, on va chercher une peut-être mieux. Vous avez la langue à l'air de passer en fait. Vous avez devant, c'est la trachée, par là où l'air passe là, pour aller vers les poumons. Et en jaune, c'est l'œsophage là qui est relié au niveau de l'estomac. L'air pour tout le monde, ça. Donc quand on respire, soit ça passe par le nez, ça part au niveau de la trachée, soit on respire par la bouche et pareil. En général, on respire plutôt avec le nez, mais des fois, ça arrive qu'on respire avec la bouche. Si on est allongé sur le dos inconscient, tout est relâché, donc la langue elle tombe. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, la personne mécaniquement ne peut pas respirer. C'est pas parce qu'elle n'est pas capable de respirer et que son corps ne va pas et que son corps ne fonctionne pas, c'est juste mécanique. Donc en fait, pour vérifier si elle respire, il faut faire ce qu'on appelle une libération des voies aériennes en mettant une main sur le front, on va montrer sur la mannequin. Si tu veux, voilà. Une main sur le front, deux doigts sous la pointe du menton. Et on élève, et la langue du coup se relève, et l'air peut à nouveau passer au niveau des voies aériennes. Et c'est là qu'on va vérifier si elle respire. Donc après, on se laisse 10 secondes ou plus. Ça veut dire qu'on va se pencher au-dessus, comme fait François. Il bascule bien, il libère bien les voies aériennes, et il va compter 10 secondes, et il va vérifier s'il respire. Donc il va regarder si le ventre de la victime se soulève, s'il sent sur sa joue de l'air, et s'il entend les bruits respiratoires. Donc il va jusqu'à 10. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas à 3, c'est bon, il ne respire pas. On va jusqu'à 10. Une fois qu'on a constaté qu'elle ne respire pas, là on peut conclure que la personne est en arrêt cardiaque. On l'envoie en formation massage, puisque masser, c'est très important, puisque les cellules vont mourir dès les premières minutes. Quand on masse, on va remplacer en fait le cœur. Voilà. Donc là, on va vous montrer comment on masse, et puis après on vous montrera comment. Ça peut arriver ceci. Hein. Oui. Très peu de cas, mais ça peut arriver. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, 14, et 15, et 16, et 17, et 18, et 19, et 20, 21, 22, 23, 24, 27, 26, 27, 28, 29, 30. En fait, ouais, alors, après, il faut avoir été formé pour faire le bouche à bouche, mais après, le massage cardiaque, on peut faire, si on ne se sent pas. C'est pareil, même si on est formé, on peut ne pas faire du bouche à bouche, parce qu'il peut y avoir du sang, il peut y avoir du vomissement qui remonte, quand le côté inconscient, on peut être gêné par ça, donc si on ne le fait pas, c'est pas grave, par contre, il faut masser en permanence. Donc là, on ne s'arrêtera pas à 30. Donc tout le temps, il ne faut pas prendre après. Sinon, on fait 30 et puis souffler. Sinon, c'est 30 et 2, vous avez une supplation, 2 bouches à bouche. C'est 30. Bouche à nez, mais ça, on ne va pas vous montrer ça, c'est pas. Le plus important, c'est que vous massiez. C'est ici. Et donc, Juste ici au milieu. au milieu de la poitrine, sur le sternum, sur l'os, c'est le talon de la main qui comprime. Il faut avoir les bras tendus de verrouiller. Et il faut enfoncer d'environ 5 cm. Ça dépasse chez un adulte. Un tiers de la cage thoracique. Ah oui, il faut y aller. Il faut aller à une fréquence de 100 à 120 par minute. Donc après, le rythme que François, c'est la 1 et 2. C'est assez Il ne dynamique. faut pas perdre plus de 10 secondes dans le massage cardiaque par rapport à l'idée qu'il faut toujours masser. Donc le mieux, c'est d'être deux, d'appeler au secours aussi, là, parce qu'on peut commencer au départ à être seul, il y en a pas mal, donc on va avoir besoin de les aider. Et qui vont chercher des défibrillateurs. Et dès qu'on l'a, on le met, on n'interrompt pas le moins possible les compressions. C'est-à-dire qu'on peut continuer à masser pendant qu'on le positionne. Donc là, on va Le fait de faire une réanimation massage cardiaque, hein, on peut recréer une fibrillation, le fait de masser. Le cœur peut se remettre à fibriller. Et dans ce cas-là, le défibrillateur va s'apercevoir de cette fibrillation. Il va vous demander d'envoyer le choc pour essayer de reprendre un rythme cardiaque normal. Le fait du massage peut recréer une fibrillation. Voilà. Ça fait vite. Est-ce que ça envoie quelque part quand on est en train de... Alors,
Soi-disant, il y en a qui sont, soi-disant qu'il y a des appareils qui sont géolocalisés. Voilà. Celui-là, je sais pas. Je Ah peux d'accord, pas, je non, peux pas vous le je pense certifier. comme ça sonne. Je sais pas. D'accord. Parce que sinon, C'est pas plus compliqué. Rapidement, des gestes simples et des questions simples. J'arrive sur une victime. Monsieur, monsieur, serrez-moi les mains. Monsieur, monsieur, clignez des yeux. Des questions simples. Hein? La personne ne répond pas. On vous a dit, hein? Je vais vérifier sa respiration. 10 secondes. Elle est en arrêt. J'appelle les secours, donc je donne l'alerte et je me mets à masser. Donc, par rapport au positionnement des électrodes, quand des personnes ont des patchs médicamenteux, que ce soit pour le cœur ou pour arrêter de fumer, etc., qui ont sur la peau, on ne le colle pas dessus, il faut l'enlever, essuyer un petit peu s'il y a un petit peu de produit qui reste, pour le coller ensuite, pour que vraiment ça adhère complètement. Si vous avez quelqu'un qui a un pacemaker, une pile, donc on appelle, ou une charge implantable quand on a des traitements souvent par rapport à des chimios, il ne faut pas le positionner dessus, on va le décaler un petit peu en dessous, c'est pas grave si ça va un peu sur la poitrine, il ne faut pas que ce soit Je vais revenir. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Voilà, on a les électrodes. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Tu positionnes. Tu regardes le dessin. Regarde le dessin, voilà, au-dessus. Voilà, tout simplement. Ah ouais, d'accord, ouais. Voilà. Appliquez les électrodes. Et l'autre, Branchez le connecteur. là, il t'a dit brancher les électrodes. Donc la prise. Donc, ça clignote. En fait, ça vous dit tout. Hein. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Voilà, là, t'as branché. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Là, tu te décales. Choc recommandé. Appareil en charge. Non. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc. Alors, Maintenant. celui-là, c'est à nous de le faire. Mais Maintenant. Choc délivré. En pause. là, on attend. Commencez la RCP. Voilà. Et là, il nous dit commencer. Donc, tu te mets à genoux. Donc, tu prends l'axe de ton truc. Et tu mets ta main. Alors, tu mets ta main comme ça. Et l'autre, alors, soit tu fais comme ça, soit tu prends avec tes doigts comme ça. Et je continue jusqu'à ce que... Et après, Donc c'est l'appareil après qui va dire... c'est l'appareil qui vous commande, qui dit tout ce qu'il faut faire. Le moment où vous attaquez, au moment où il vous faut arrêter pour que lui fasse l'analyse, pour voir s'il y a un rythme, c'est l'appareil qui commande. Vraiment bien ces appareils, ça existe depuis combien de temps ça? Voilà, on commence à en avoir dans les villes depuis quelques années. Oui, ça commence bien à... Et il faudrait qu'il y en ait Si partout. on n'a pas d'électrodes adaptées aux enfants, on peut utiliser des électrodes adultes sur les enfants et les nourrissons, mais à ce moment-là, on va mettre une devant et une derrière. Donc ça traversera le cœur. Les gestes les plus par devant et par importants. derrière. C'est ce geste le plus important. Nous, on prend la suite et la continuité, puisqu'on va avoir un médecin, des infirmiers, on va injecter des drogues pour réactiver tout ça. Mais si l'oxygénation n'est pas faite dès le départ, ça devient très compliqué. Ça devient compliqué. Tout est... beaucoup de récupération parce qu'il n'y a pas forcément les premiers secours qui sont faits dans les minutes. Ouais, voilà, c'est ça, dans les premières minutes. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête par rapport au délai dont tu parles, quand tu arrives quelques minutes après, qu'il y a rien eu de fait avant, c'est compliqué. C'est pour ça En que réalité, ouais, c'est nous, c'est important. faites de votre premier geste à notre arrivée, tout ce que vous allez faire est important. Et ça va faire gagner du temps et des chances à la victime de se remettre. Alors, il faut se positionner où? Là, à peu près? Là, mettre les deux mains là. Pour un tour croisé, c'est bien de mettre Comme ça. le salon, tu positionnes ta première main, tu as un bras tendu ou de verrouiller, et tu as une position, il doit bien relever pour ne pas appuyer. Je l'achève, moi je l'achève. Allez, venez en face, venez en face. Bonjour, petit peu français.
Là. Là, le sternum, entre les deux tétons. Là. On relève bien les doigts. On verrouille les coudes. Et c'est tout le corps. Allez, allez-y. Très bien. Comme ça. Vérifiez s'il respire du coup. Tu l'as bien dans la position en fait, comme ça. Il faut rester comme ça pour qu'il respire. On va voir s'il respire. 30 fois. Alors si on fait le bouche à bouche, 30 fois. Si on ne fait pas de bouche à bouche, on continue tout le temps. On n'a pas un médecin qui arrive sur des lieux pour nous dire vous arrêtez, on n'arrête pas. C'est pas non, déjà c'est minimum 30. Enfin, il n'y a pas de délai, mais déjà c'est 30 minutes déjà sûr. Et au bout d'un moment, si le médecin voit qu'il n'y a plus rien à faire, il vous dira vous arrêtez. Mais vous, public, vous massez. Le cardiaque se fait toujours sur un plan dur. Ah oui. Pourquoi si on masse sur un lit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas la victime qu'on va masser, c'est le lit en entier. On le met par terre. On le tire, on le met par terre. Si on a la chance que la personne revienne à elle et qu'elle vous ouvre les yeux et que bon, elle respire correctement et tout, ce qu'il va falloir faire, c'est la mettre en position. Si les secours ne sont pas arrivés, vous allez la mettre en PLS, en position latérale de sécurité, au cas où qu'elle vienne à vomir et tout ça, au moins un peu. Et la personne est mieux. Vous chercher avec la main du côté de sa tête votre mec, pomme contre pomme, et on pose le bout de sa main contre son oreille. Pour justement permettre, quand on retourne, que la colonne vertébrale soit bien maintenue. Ça peut être dû à un choc. Donc s'il y a une lésion au niveau de la moelle épinière, il faut éviter de... Avec l'autre mec, on va chercher au niveau du premier genou, on relève en laissant le pied au sol, on se recule pour pas que la carte tombe dessus, et là on est prêt à retourner. Et on fait juste que tirer jusqu'à ce que je me touche par terre, et ensuite on a une main par contre qui est coincée sous l'oreille. Donc pareil, vu que le but c'est de protéger la colonne vertébrale, on ne tire pas dessus. Avec la main qui était au niveau du genou, je viens appuyer sur le coude pour libérer ma main. Et ensuite il faut juste stabiliser la position. Je mets la jambe qui était au-dessus en formant bien une équerre. Et ensuite j'ouvre la bouche pour permettre, s'il y a des liquides qui s'écoulent, que ça puisse s'écouler. Et après on couvre la victime, on vérifie qu'elle continue de respirer tout le temps, parce que si elle ne respire plus, il faut repartir sur... Et pourquoi justement cette jambe avec laquelle on chaque à ça permet qu'il soit stable, sinon il pourrait tomber sur le ventre, sur le côté, soit latéral. Et avec cette technique, quel que soit le poids de la personne, on peut la mettre en sécurité. Oui, on peut mettre en PLS, quel que soit le poids de la personne et le gabarit de la personne qui tourne. Ils sont tous les trois, François, Serge et Benjamin, sont formateurs, Serge est instructeur. Donc ils font partie d'une association au niveau du 1034 où ils peuvent former pour les gestes de premier secours. Donc on a déjà fait des sessions sur Cessenon où les employés de mairie sont venus. Donc s'il y a déjà intéressé et si la mairie est prenante, disons, pour récupérer, disons, des inscriptions, après on peut leur demander de prévoir une date, un samedi, s'il faut une journée entière. Oui. Et on le ferait à la caserne, à Cessenon. Bonjour Madame Muller. Alors vous aviez déjà assisté, vous avez des étudiants? Parce que c'est très récent notre achat sur le village, donc on souhaitait informer la population et c'est l'occasion de découvrir des gestes qui peuvent sauver des vies et que finalement on ne connaît pas. Donc l'idée de faire des formations serait intéressante pour la population. Peut-être ça vous a rendu service? Oui, pour l'école, comme ça pour les petits. Oui. Vous pensez à cette information-là? Ah, mais je trouve que c'est très instructif. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on devrait faire déjà dans les écoles, à CM2 déjà, pour les enfants, parce que ça peut déclencher les passions. Et ensuite, même au collège, après, pour le prendre. C'est quelque chose de très important. Et je pense qu'ils vont le refaire. Il y aura des journées, ils ont dit qu'il y aurait une journée pour faire passer le premier secours. Mais moi, je vais y aller avec mon entreprise. Je vais prendre mes ouvriers, je vais le faire. Oui, c'est très important ça. Et oui. Pas avoir un accident un jour sur le chantier. Vous êtes, qu'est-ce que vous avez comme profession?
Alors moi j'ai une entreprise de serrurerie menuiserie sur le village, je suis adjoint aussi à la commune. Et c'est vrai que ça c'est très très important ce qu'ils font. Super. On a la chance d'avoir des gens comme ça. Votre prénom, vous êtes... Alors moi je suis Serge Jimenez, je suis pompier volontaire à Cessenon. Voilà. Voilà, je travaille aussi à Béziers, c'est mon métier, pompier professionnel. Et voilà, je suis promoteur de secourisme à grand public, prévention, secours civique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous former, surtout, c'est important, puisque plus il y aura de gens formés, et puis plus on pourra aider les gens dans des situations critiques comme ça. Plus on aura de gens, plus on aura de chances de sauver des vies. Parce que la chaîne des secours, au départ, c'est le premier secouriste qui intervient. Donc c'est pour ça qu'on va dans les écoles, qu'on commence dans les écoles à apprendre des gestes simples, ne serait-ce qu'apprendre l'alerte, à téléphoner. À partir de quel âge alors Alors nous, avec mon épouse, on a un castelet de marionnettes qui s'appelle le Petit Camion Rouge. Ah, c'est bien. Et on va dans les maternelles parce qu'on se dit que plus tôt on leur apprend à faire un numéro de téléphone et appeler, à donner l'alerte avec leur adresse, et donc on essaie de vraiment de leur donner ça.